Ok, je stade vers Saint-Pierre, il n'y a pas de souci pour moi. Écoute, on décolle, on récupère une zone médicale et on va sur la zone d'intervention. Le dragon, on a décollé. Il est sur place dans 10 minutes. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Anthiapeya. Le Dragon 972, l'hélicoptère de la sécurité civile basé en Martinique, fonctionne grâce à une équipe pluridisciplinaire hautement qualifiée. Lors de chaque intervention, plusieurs professionnels collaborent étroitement pour assurer la sécurité et l'efficacité, n'est-ce pas, des secours. Immersion aujourd'hui à la base même de la sécurité civile, au plus près de ceux qui nous sauvent la vie. C'est ça qui capale. Ok. Ok. VLC Beats Maras. Ah, bonjour Evelyne. Bonjour Denis, ça va bien? Bah oui, très Ça bien. va? Merci beaucoup de m'accueillir. Eh ben, avec un grand plaisir. On y va? Allez, petite visite de la base de Dragon 972. Avec plaisir. Et on peut même voir qu'elle a été inaugurée en 2013. C'est écrit sur le mur. Waouh! Bonjour Julien. Prête à partir? Au cas où? On m'a dit que je suis avec Jean-Pierre, c'est ça? Bonjour Jean-Pierre. Ça va? Ça en fait? Ça va tranquillement. Ça va? Tu es le plongeur. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est le... SH. Oui, voilà. En langage hélico, on va dire SH, sauveteur héliporté, mais je fais partie de l'équipe des plongeurs départementales. Voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis plongeur depuis 2003 et SH depuis 2013, dès l'ouverture de la base. Ok, très bien. Là, tu prépares un peu ton matos pour être opérationnel au cas où, c'est ça? Disons que je fais les vérifications d'usage le matin. Donc quand j'arrive, le harnais fait partie du matériel collectif. Donc je l'adapte un petit peu à ma taille, d'accord? Et puis ensuite, je vérifie mon casque, je vérifie les branchements, je vérifie si la radio est correctement chargée, puisque c'est mon moyen de liaison entre l'équipe qui sera dans l'hélico, au cas où je suis au sol pendant une manipulation, pendant une intervention. Voilà. Donc il faut que tout le matériel fonctionne et m'assurer que tout est en bonne et due forme pour au cas où on devra partir de manière assez rapide. Après avoir vu le lieu où on vit la journée, on suit la vie de la base, les aspects administratifs, techniques, etc., je t'invite à aller voir le lieu d'entrepôt, de dépôt de notre hélicoptère, le hangar. On passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses. Après toi. Merci beaucoup. Waouh. Oh là là. Et voilà, le hangar où dort notre précieux hélicoptère Dragon 972 tous les soirs. C'est également... Magnifique. Il est magnifique. Je ne saurais pas dire mieux. C'est un bijou, hein? C'est un bijou, c'est notre bébé. Ah, nous aussi un peu. Ah ouais, un petit peu. Ah bah on le partage avec tous les Martiniquais, c'est clair. Il n'y a pas photo, bien sûr. Oh là là. C'est impressionnant quand même parce qu'on le voit régulièrement. Hein. Oui, oui, oui. Cet engin jaune et rouge Et qui oui, survole toute c'est la ça, Martinique. qui fend le ciel de la Martinique. C'est exactement ça. Exactement. Et qui, alors c'est pour la bonne cause parce qu'il intervient au profit des gens en difficulté, en souffrance, quand il y a un accident ou une personne gravement malade. Et on réalise à peu près entre 600 et 700 interventions par an avec ce bel hélicoptère. 600 à 700 quand même interventions, c'est énorme, hein? Oui, oui, c'est énorme. Alors c'est moins qu'à une période il y a quelques années, on en faisait encore un peu plus. Et puis je pense que l'accidentologie a évolué en Martinique et donc on en fait un petit peu moins maintenant. Tant mieux. Oui, tant mieux. Ah bah, évidemment, on ne souhaite pas de mal aux gens, c'est clair. Alors, est-ce que tu peux me présenter, j'ai envie de dire, cette belle bête? Oui, cette belle bête, on peut le dire. Bah, déjà, son petit nom, il est marqué dessus, le H145. On voit qu'il est fabriqué par Airbus Hélicoptère. Et il est sorti des chaînes il y a seulement 4 mois. Donc il est tout neuf. Donc tout neuf, WW. Tout neuf. Ah, totalement neuf. Parce que la particularité des autres, c'est qu'il y a un recyclage de fait, c'est ça en fait? Alors depuis le début des années 2000 jusqu'à tout récemment, on avait un système de rotation de nos appareils. Et les appareils passaient entre 15 et 18 mois en Martinique.
avant de retourner en métropole pour être régénéré dans nos ateliers. D'accord. Voilà. Et puis la particularité cette fois-ci, c'est qu'on reçoit un nouvel hélicoptère, un nouveau modèle, donc le H145, qui sort des chaînes d'Airbus hélicoptères et qui présente tout un tas d'évolutions. Alors je vais vous les présenter. Hein. Oui, voilà, parce que moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. L'idée, c'est de te montrer un petit peu ce nouvel hélicoptère et puis de parler un petit peu de ses particularités. De ses performances. Alors je vais commencer par ce qui ne change pas, ce qui est totalement identique à l'ancien, c'est la partie soute, donc toute la zone d'embarquement pour nos passagers, les équipes médicales, les sauveteurs qui montent à bord très régulièrement, les patients, les victimes qu'on embarque également. Donc cette partie-là ne change pas. Depuis de nombreuses années, on est très satisfait de ce volume de travail. Et puis sur ce nouvel hélicoptère, tout le reste est nouveau. D'accord. Donc je commence par l'avant, où là on a un cockpit qui est totalement modernisé, avec des systèmes d'aide au pilotage, de communication, d'information qui sont beaucoup plus évolués que sur l'ancien modèle. Ensuite, sur la partie haute, on a 2 moteurs plus puissants et un nouveau rotor. Alors les moteurs, pour dire un petit mot sur les moteurs, le gros avantage, c'est comme ils sont beaucoup plus puissants, même en cas de panne d'un moteur, l'hélicoptère continue à voler, pour faire simple. Donc ça, en termes de sécurité pour l'équipage, c'est une plus-value absolument colossale. Dans la manière de piloter, on va dire que c'est vraiment un gros avantage. Le rotor, il apporte plus de performance, mais surtout plus de confort, plus de stabilité, plus de fluidité dans le vol. Et ça, c'est reconnu par toutes les personnes qui montent à bord, qui disent « Waouh, il est beaucoup plus confortable ». Et puis, la partie arrière, qui est toute nouvelle, avec ce qu'on appelle le rotor fenestron. En fait, c'est un nouveau rotor qui est intégré dans la dérive, qui lui confère une esthétique beaucoup plus fluide et plus sympathique, mais également des performances en vol nettement accrues. Alors du coup, vous vous êtes performé justement pour être, on va dire, au même level que ce bijou. Oui, alors on n'est sûrement pas encore au même level que le bijou parce qu'il offre un nombre de possibilités incroyables, hein, un nombre de fonctionnalités incroyables. Mais néanmoins, pour l'utiliser sur le plan opérationnel, tous les personnels de la base, pilotes et mécaniciens, sont allés en formation à notre maison mère à Nîmes, où on a un centre de formation national, et pour la partie mécanicien également à Donauwörth en Allemagne, où sont assemblés les hélicoptères. Donc on est allé se former à l'emploi de ce nouvel hélicoptère, selon les normes du constructeur, Airbus hélicoptère bien sûr. Et puis dans un deuxième temps, on est allé se spécialiser sur des bases montagnes, donc dans les Alpes prioritairement ou dans les Pyrénées, pour acquérir les techniques liées au vol en montagne et aux particularités des aérologies complexes. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien en Martinique, puisque sur les reliefs de la Martinique, on rencontre des aérologies complexes dues aux alizés, au renforcement des alizés sur certaines zones, etc. Donc la formation est adaptée au territoire. Alors, pas complètement, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire une formation générique, ensuite une spécialisation montagne, et on a complété donc début février, mi-février, par une appropriation sur le terrain avec la mise en œuvre de l'hélicoptère sur le territoire de la Martinique. Parce que notre force sur les bases de la sécurité civile, c'est d'utiliser les moyens dans un contexte bien précis. Donc on adapte nos missions, on adapte nos procédures au contexte d'emploi. Donc ça a nécessité une petite adaptation. Et on a encore une phase de formation qui va se tenir début mai pour aller jusqu'au bout de nos formations et donc acquérir les capacités d'hélitreuillage de nuit sur bateau. Voilà, donc qui est vraiment la compétence ultime pour les équipages. Alors justement, en parlant d'équipage, j'ai vu que l'équipage est quand même assez réduit. Il n'y a que 3 petits sièges. Je ne vais pas prétendre pouvoir m'embarquer à bord. En tout cas. Si, on arrive toujours à faire une petite place pour les gens sympas. Il n'y a pas de souci. Cela dit, je souhaite toujours, alors, en dehors du cadre d'un reportage, je souhaite toujours aux gens de ne pas monter à bord de nos hélicoptères parce que, évidemment, notre vocation, c'est d'aller au secours des gens en difficulté. Donc, majoritairement, on transporte des personnes blessées, gravement touchées dans un accident ou atteintes de pathologies lourdes. Donc je dis en plaisantant, je vous souhaite jamais de monter à bord de nos hélicos. Mais du coup, cet équipage, il est composé de qui? Donc quand vous volez, vous partez avec quel équipage? Ouais. Alors l'équipage, il est composé d'un pilote, commandant de bord, d'un mécanicien. Alors parfois moi, mais pas que, puisque nous sommes 4 à la base. Okay. Donc aujourd'hui, en l'occurrence, c'est Julien que tu as vu tout à l'heure, qui était dans son bureau et qui décollerait si maintenant un appel survenait. Voilà. Donc parfois oui, je pilote également et on est toujours assisté, le pilote est assisté d'un mécanicien opérateur de bord, alors qu'il y a une fonction qui est très large puisqu'il s'occupe de la gestion de la maintenance au sol
Et en vol, il assiste le pilote dans toutes les fonctions de navigation, gestion des radios opérationnelles et tactiques avec les partenaires, avec les organismes au profit desquels on intervient. Et ensuite, c'est lui également qui passe vers l'arrière de l'hélicoptère pour gérer les opérations d'hélitreuillage. Donc l'hélitreuillage, c'est un volet très technique, très opérationnel de nos missions. Avec des gestes bien précis. Exactement, exactement. Et en plus, on a un troisième homme d'équipage qui est le plongeur, donc sauveteur héliporté. Dont Jean-Pierre. Et c'est Jean-Pierre aujourd'hui. Exactement, donc il fait partie d'un groupe de 20 personnels spécialisés et qui sont capables d'intervenir avec Dragon 972 en tout lieu, de jour comme de nuit, en milieu terrestre comme en milieu maritime. Voilà, donc l'équipage ici est composé de 3 personnes. Ah là là, quelle belle aventure. En tout cas, avant d'aller plus loin, Denis, ce que je te propose, c'est qu'on va déjà essayer de savoir, en savoir un peu plus tout simplement sur l'homme que tu es. D'accord. Ah voilà, le parcours de vie, l'histoire, tout ça. Ce dont je saurais moins bien parler, certainement. Ah peut-être, mais on va y arriver, quoi qu'il en soit. On va se poser un petit moment, d'accord? Et puis, j'espère qu'on n'aura pas de déclenchement pendant l'interview. Mais bon, en tout cas, on va en savoir un peu plus sur toi et ton parcours. À tout de suite? Allez, on y va. À tout de suite. Il est à mes côtés, notre invité, Monsieur Denis Vuillemin, qui est donc chef de base au sein de la sécurité civile en Martinique. Et vous êtes également affecté en tant que pilote à l'hélicoptère Dragon 972. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Régine. Merci beaucoup pour ce magnifique accueil, cette immersion, j'ai envie de dire. Et vraiment, on passe un moment merveilleux, en tout cas à vos côtés, mais surtout au sein de cette base de la sécurité civile, avec votre équipe qui vous entoure. Alors, on a envie de savoir, ce Dragon 972, ça fait bien 13 ans qu'il vole et survole, ou un peu plus que ça? Et même un peu plus, puisque les premiers vols ont eu lieu le 3 octobre 2012. 2012, d'accord. Donc ça fait un peu une dizaine d'années, on va dire à peu près 14 ans, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce que ce Dragon 972 a apporté à la Martinique? Le Dragon 972, il a été mis en place en Martinique pour participer aux opérations de secours et sauvetage et optimiser la prise en charge des patients qui sont atteints de pathologies lourdes sur des secteurs éloignés ou victimes d'accidents graves ou parfois qui se trouvent dans des situations à risque, dans des zones inaccessibles par voie routière. Donc que ce soit en montagne ou en mer. Là, on va intervenir à la Pointe Folla, c'est sur la commune du Vauclin, c'est une des villes au sud côte atlantique, environ 7 à 8 minutes de vol. Si on est déclenché, c'est que le médecin régulateur a estimé qu'il y avait une urgence à nous envoyer, et surtout à envoyer l'équipe médicale sur place. Là, c'est le médecin régulateur qui est juge de la gravité et du besoin de déployer Dragon ou pas. Alors, on peut parler de ce rôle. Il vient se greffer à une chaîne qui existe déjà et c'est un maillon qui n'est pas du tout négligeable depuis toutes ces années. Alors je retiens surtout le terme de chaîne parce que c'est exactement ça. Que ce soit sur le plan humain ou sur le plan technique, finalement, l'hélicoptère Dragon 972, il vient s'insérer dans une chaîne du secours qui comprend énormément de personnes. Alors la première, évidemment, c'est le requérant ou le témoin d'un accident ou d'une pathologie lourde. Et après, il y a tous les organes de gestion des demandes, donc que ce soit au niveau du CTA CODIS, des pompiers, du centre d'urgence au SAMU, que ce soit le CROSS Antilles-Guyane pour les opérations en mer. Donc ces personnes qui traitent les demandes d'urgence et qui, le cas échéant, font appel à l'hélicoptère dans le cadre de l'opération, dans le cadre de la mission. Qui décide de la faisabilité du vol, de donner l'accord de décoller? Quels sont les critères pour prétendre, on va dire, à la faisabilité de ce vol? Ok, on se pose directement à la Pointe Folla, ça marche. VSAV marin. Ok, et bien on y va, à tout de suite. On part sur un enfant, a priori, qui peut-être fait un début de noyade dans une piscine. On verra tout à l'heure. Alors la faisabilité, elle est décidée uniquement par le pilote commandant de bord, le pilote d'alerte. En fait, le pilote, il reçoit la mission des donneurs d'ordre, des demandeurs, donc les services d'urgence que je viens de citer. Et ensuite, lui, il va analyser la situation sur un plan opérationnel et aéronautique. Donc opérationnel par rapport à la masse ou le nombre de personnes à transporter, l'élongation, le rayon d'action, les performances de l'hélicoptère. Et puis par rapport à la météorologie, par exemple. Donc il va analyser tous ces critères-là pour décider la faisabilité ou pas. Ce Dragon 972, on peut vraiment dire qu'il est entier PIA. Entier PIA, totalement martiniquais. Oui, clairement oui. Il est inséré dans un système d'urgence et de secours au profit de la Martinique et des Martiniquais.
Et oui, il est clairement intégré dans un processus martiniquais. Comment il est, on va dire, accueilli, comment il est scruté, comment la population réagit lorsque le dragon vient en intervention au plus près d'eux? Alors je dirais que ça a été évolutif selon les années. Il y a eu une période de découverte dans les années 2012, 2013, 2014 où lors de nos interventions, lorsqu'on atterrissait quelque part, on voyait des centaines de personnes venir observer et voir le Dragon 972. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins de monde qui se déplace parce que pour les gens, on fait partie du paysage, on est intégrés, ils ont l'habitude de voir le Dragon 972 sillonner le ciel martiniquais et intervenir au profit des personnes, des personnes accidentées ou qui subissent des maladies graves de la vie, des aléas de la vie. Alors justement, ce magnifique hélicoptère, ce magnifique Dragon 972, on va dire qu'il s'est fait plus qu'un lifting, n'est-ce pas? Puisque voilà, maintenant on peut prétendre à un Dragon 972 WW, comme je disais tout à l'heure. Exactement, oui, oui. Alors là, on a la chance d'avoir reçu il y a quelques semaines seulement ce nouvel hélicoptère, le nouveau modèle de Dragon 972, donc un hélicoptère qui est totalement optimisé, qui est tout neuf, il sort des chaînes, hein, il est sorti des chaînes. Alors, je monte un petit peu le niveau parce que l'avantage d'être sur un aéroport, c'est qu'il y a des avions. C'est magnifique, n'est-ce pas? On est en immersion. Hein. Exactement, en immersion totale. Et oui, ce nouvel hélicoptère, il apporte des plus-values dans tous les domaines du vol, au niveau performance, au niveau sécurité, au niveau optimisation des missions, d'hélitreuillage notamment. Donc oui, un vrai plus. Il couvre exclusivement notre territoire ou pas que? Alors pas que. On va dire qu'environ 80% des missions sont réalisées sur le territoire martiniquais. Ensuite, on a une petite proportion de missions réalisées en mer et au-delà donc des zones proches des côtes. On intervient également sur les îles françaises voisines, donc la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth. En renfort? En renfort ou complément de nos collègues de la base de Guadeloupe. Et après, on travaille également sur le domaine international dans le cadre de l'aide médicale aux îles étrangères. Donc ça peut être Sainte-Lucie, la Dominique, la Barbade, Saint-Vincent par exemple. Quelles sont, on va dire, vos limites? Est-ce que vous en avez Alors on a déjà des limites humaines dans nos performances, bien sûr. Et après, on a surtout des limites techniques par rapport aux performances de l'hélicoptère. Donc la première limite qui intervient, c'est la masse. Donc on ne peut pas transporter un nombre indéfini de personnes. Hein. On est évidemment limité en nombre de personnes à embarquer. Et puis on a également une limite de rayon d'action par rapport au kérosène qu'on peut embarquer pour la mission. Vous êtes vraiment très autonome à ce niveau? Oui, bah vous pouvez voir derrière moi justement un conteneur blanc qui contient une réserve de kérosène qui nous permet d'être autonome et qui nous permet Ça change la vie, hein? Alors complètement, ça change la vie parce qu'on peut ravitailler très rapidement au retour de nos missions sans attendre le ravitaillement par camion qui se faisait jusqu'à présent. Comment vous voyez justement vos actions au plus près de cette population sur des faits d'urgence? Est-ce que vous avez vraiment déjà réussi à sauver pas mal de vies? Et est-ce que vous dénombrez malheureusement aussi des cas un peu plus graves où vous n'êtes peut-être pas arrivé à temps ou autre? Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, on s'insère dans une chaîne du secours. On sait que la chaîne du secours, aussi performante soit-elle, elle peut aussi déboucher sur un décès. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on essaie de tout faire pour optimiser nos missions et essayer d'être le plus réactif possible pour aider les services de secours à intervenir au mieux et au plus vite possible. Après, oui, on peut dire qu'on sauve des vies parce qu'on a un certain nombre de faits marquants et de personnes qu'on a pu récupérer dans des situations ultimes et qui, sans notre participation et celle des équipes qui travaillent avec nous, n'auraient sûrement pas survécu. Vous l'avez dit en off tout à l'heure, mais vous avez depuis toutes ces années eu à justement sillonner et à intervenir sur pas mal d'accidents de la route. Donc vous aviez une fréquence qui était quand même très élevée, qui est en baisse. On peut dire qu'on mérite quand même peut-être un petit carton vert, pas rouge. Oui, alors vert, on ne pourra pas dire vert parce qu'on est encore loin. Voilà, on est loin de la perfection. Et effectivement, je pense que tu fais allusion à l'accidentologie qu'on constate. Complètement. Voilà. Et effectivement, le nombre de missions est passé de 800-900 missions par an dans les années 2013 à 2017-18. On est plus proche des 600 à 700 missions maintenant. C'est quand même, c'est pas négligeable, hein.
ce qui n'est pas Il y a négligeable, encore bien du sûr. travail à faire Alors, il y a au du niveau travail des à faire, comportements, oui. Après, on intervient aussi sur des accidents qui parfois semblent bénins au départ, mais qui présentent un risque potentiel si on n'intervient pas. Je pense à des gens qui sont en difficulté en mer, qui sont en difficulté dans les reliefs, dans des zones inaccessibles. Une simple cheville au sommet de la pelée, si la personne ne peut plus se déplacer, c'est pas grave sur le moment, c'est pas dramatique. Mais en Néanmoins, ça peut le restant, devenir si on ne voilà. fait rien. Donc on voit qu'il y a différents degrés d'urgence qui nécessitent quand même l'intervention de l'hélicoptère. Parlez-nous de vos missions globales, du coup. Sur quoi vous n'intervenez pas? Alors on intervient très peu sur les accidents et pathologies lourdes qui sont déclenchés sur la zone centrale de la Martinique. En fait, c'est une zone sur laquelle il est plus rapide d'intervenir avec des véhicules. Donc les équipes du SAMU par exemple ou des pompiers interviennent très rapidement avec un véhicule. Donc là, il n'y a pas de plus-value à prendre l'hélicoptère. C'est typiquement géographique, on va dire. D'accord. Un seul dragon, c'est suffisant, du coup, pour notre Martinique, ou on pourrait Alors, peut-être prétendre à un deuxième ou un troisième dragon? Est-ce que voilà, vous vous sentez peut-être en sous-effectif, ou bien vous êtes vraiment beaucoup sollicité? Est-ce qu'il faudrait du renfort à ce niveau? alors là, je vais donner un chiffre qui symbolise la performance de la base hélicoptère, c'est 95%. En fait, l'hélicoptère Dragon 972, il est disponible à 95% du temps pour les opérations de secours et sauvetage. Oui, bien sûr, il y a 5%, me direz-vous, durant lesquels l'hélico n'est pas disponible, mais ça ne permet pas de nécessiter la mise en place d'un deuxième hélicoptère pour ces 5%. Ces 5%, ils sont liés à la maintenance, ils sont liés à différentes opérations qui sont incontournables. Après, donc, en termes de nombre de missions, l'hélicoptère suffit à répondre à la sollicitation qui est celle de Dragon 972 en Martinique. Il n'y a pas matière à mettre en place un deuxième hélicoptère. Chaque minute, chaque seconde compte lors d'un déclenchement? Oui, c'est très Il faut vrai. aller très vite. Plus vite possible, en fait. C'est la raison pour laquelle l'hélicoptère il est toujours préparé, les checklists sont déjà faites, les équipages ont déjà mis leur matériel à bord de l'hélicoptère pour être prêts à partir dès qu'il y a une sollicitation. Justement, en parlant d'équipage, on a vraiment une équipe à la pointe, prête justement à intervenir sur quelle que soit la situation qui se présente en termes d'accident. On pense à justement ces secouristes spécialisés, mais il y a aussi des médecins urgentistes, mais à terre aussi, parce que vous intervenez à terre comme en mer aussi, voilà. Donc du coup, est-ce que vous êtes complémentaires ou quelquefois vous arrivez, vous êtes les seuls en fait à pouvoir gérer une situation? Ok, j'ai visuel sur le VSAV. Ok, visuel et il y a un trait pour poser juste à côté. Voilà, je pose dans le trait où il y a le gros arbre brun là. On regarde en compte, c'est pas de ligne. Ouais, est-ce que je suis en train de... Ok. Pour l'arbre. Voilà, l'arbre, je suis en train de le franchir. On y arrive. C'est bon pour toi de poser? Ah ouais. C'est bon, c'est stable? Ouais, c'est tout bon. Alors de manière générale, là encore, on s'inscrit dans un processus global. Très souvent, il y a d'autres moyens qui sont engagés. Si on prend l'exemple des missions à terre, très souvent, on a déjà des véhicules de pompiers, des VSAV, qui sont déclenchés pour aller au plus près des victimes. L'hélicoptère, lui, va être déployé pour gagner du temps sur la projection de l'équipe médicale, par exemple, ou pour le retour du patient le plus rapidement possible vers l'hôpital. Et effectivement, il y a certaines missions, notamment en mer, où là, on est autonome, c'est-à-dire qu'on va partir avec seulement un sauveteur pour extraire quelqu'un qui est en danger dans l'eau. Là, c'est vraiment l'hélicoptère qui devient le moyen unique et déterminant pour la réussite de la mission. D'accord. Est-ce qu'il y a, on parle aussi de cette relève au niveau de la sécurité civile, est-ce qu'il y a une génération, il y a une jeunesse qui s'intéresse, on va dire, de très très près à cette profession? Oui, alors les métiers de l'aéronautique en général suscitent beaucoup de vocations. Clairement, il y a une envie, il y a une appétence pour ces métiers-là. Et on voit souvent des jeunes venir rendre visite à la base et nous demander que faut-il faire pour faire ce métier-là, comment fait-on pour devenir pilote ou mécanicien sur Dragon 972. C'est une question qu'on a souvent. Oui. Donc la relève, elle est déjà un peu bien là quand même. Alors la relève, elle est à n'en pas douter, elle est assurée. Après, le processus est assez long et assez difficile pour accéder à nos métiers. D'autant plus qu'on met la barre au niveau du recrutement
on la met relativement haute et on sélectionne des personnels navigants qui ont déjà une grosse expérience dans le domaine aéronautique. Alors je reviens un peu sur vos déplacements, vos missions concernant le Dragon. Est-ce que géographiquement parlant, il y a des zones, je suppose, qui sont plus accessibles ou moins accessibles pour le Dragon? Malheureusement, peut-être que vous faites profil bas, vous faites marche arrière, vous dites non, on peut pas, malheureusement, on peut pas intervenir, on peut pas aller au plus près, et ça fait un peu, ça fait mal quand on peut pas intervenir sur des choses graves en fait. Il y a deux volets dans ta question. Il y a le côté difficulté d'accès et il y a le côté renoncement. Je commencerai par le renoncement. C'est quelque chose qui est, qui est intégré dans nos processus de ce qu'on appelle de GRO, de gestion du risque opérationnel. C'est-à-dire que autant on va tout mettre en œuvre pour essayer d'intervenir, d'aller au plus près au contact des victimes d'un accident, autant néanmoins, si ça présente un danger pour qui que ce soit, on ne passera pas cette barrière-là. Donc il m'est arrivé sur certaines missions, quand les conditions sont trop complexes et présentent un risque pour nous ou les personnes alentours, de dire stop, on n'y va pas. Après, sur le côté difficulté d'accès, on met tout en œuvre pour répondre aux besoins et aux contextes spécifiques qu'on rencontre en Martinique et aux abords de la Martinique. Je m'explique, on a des processus de déploiement opérationnel qui permettent d'héliporter les équipes médicales, par exemple, dans des lieux complexes, dans des canyons, en montagne, etc., mais aussi sur des bateaux de jour ou de nuit. Donc on voit qu'on a un spectre de technicité qui permettent d'intervenir presque en tout lieu, de jour et de nuit, au profit des victimes. Alors on va aller beaucoup plus loin, les principales missions que vous effectuez. Très souvent on vous voit voler, on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a eu un accident, mais ils vont où? C'est peut-être grave. Dès qu'on voit le Dragon, on dit que voilà, c'est grave. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu vos missions et nous donner surtout par exemple quelques exemples concrets d'intervention? Je commencerai par une intervention qu'on a réalisée hier soir sur un terrain de sport dans le nord de l'île où un jeune a subi un petit accident avec une fracture et où il fallait intervenir rapidement. Et on est parti, on a décollé de nuit avec une équipe médicale du SAMU pour aller au plus près de la victime, la prendre en charge et la ramener à l'hôpital. Voilà typiquement un accident qui certainement il y a quelques années aurait fait l'objet d'un déplacement en véhicule et qui aujourd'hui, grâce à la présence de Dragon 972, a permis une prise en charge rapide sur le lieu même de l'accident. Alors ça aurait pu être autrement du coup aussi, on aurait pu ne pas faire appel au Dragon et... C'est en fonction du degré d'urgence et de là où on place la barre de l'urgence et de la vitesse de prise en charge. Je pense que justement on a la chance aujourd'hui avec des moyens comme Dragon 972 de pouvoir prendre en charge les victimes de manière rapide et efficace. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une vingtaine d'années. C'est quoi la fréquence en fait de vos sorties? Comme je disais tout à l'heure, 600 à 700 missions par an, donc on va dire bon an, mal an, à peu près 2 par jour en moyenne, entre 1 et 2 par jour. D'accord. Ça peut aussi être 5 ou 6 sur une journée et pas du tout pendant un jour ou deux, c'est vraiment très hétérogène. De l'appel initial jusqu'au décollage, c'est une montée d'adrénaline. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un appel d'urgence? Qu'est-ce qui se passe au niveau des troupes? Je devrais dire non, pas du tout. Donc d'adrénaline, non, pas du tout, mais pour une simple raison. Alors oui, il y a un petit phénomène Saint-Bernard quand on entre dans le métier, quand on est jeune et on découvre le métier, mais c'est quelque chose contre lequel on lutte et on fait tout pour que justement il n'y ait pas ce côté Saint-Bernard et ce côté adrénaline. Comment? En professionnalisant au maximum toutes nos procédures, en structurant, en ayant des processus très stéréotypés qui font que quand on reçoit un appel, on fait rentrer la demande dans un process d'analyse et de gestion dont on connaît déjà les réponses. Donc il n'y a pas de longue réflexion, on ne va pas se poser des questions ou dire tiens, ça y est, il y a un enjeu très particulier. Non, on est sur une réponse qui est très stéréotypée et qui nous permet de répondre de manière toujours optimale et professionnelle. On n'a pas l'impression, mais la météo influence vos décisions?
Oui, très souvent Alors, ou je dirais pas pas, tant en que ça? Martinique, je dirais pas très souvent, parce qu'on a des météos, certes, qui nous empêchent de décoller, quand il y a des gros orages, quand on a un cyclone qui arrive, évidemment. Donc là, on a des vents qui deviennent trop importants pour décoller. Mais c'est vrai que la météo est quand même plutôt clémente en Martinique, et j'ai connu d'autres régions où la météo était beaucoup plus déterminante dans la décision du pilote. Vous avez eu des rôles de truage, on va dire, compliqués. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, qui a été le plus difficile en mission? Alors, il y a des missions qui marquent par leurs difficultés techniques, puis d'autres missions qui marquent plutôt par les difficultés humaines. Oui, je dirais que les plus marquantes, c'est quand même les difficultés humaines. Et là, je parlerai d'une mission pour laquelle j'ai très peu été aux commandes, en pilotage. C'est mes collègues plutôt qui ont réalisé la mission, mais qui m'a touché sur le plan humain, c'est la perte de nos 4 jeunes Martiniquais sur un accident d'avion Dominique le 26 janvier de l'année dernière. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que dans le cadre de la gestion de la mission, la participation, le contact avec les familles, à un moment donné, voilà, ce sont des choses qui touchent beaucoup. Donc ces aspects humains prennent le dessus. Oui, c'est quelque chose de difficile, effectivement. Et vous avez une manière aussi à vous de gérer ce stress, cette pression, mais aussi ce rapport humain? D'en parler entre nous, et puis c'est quelque chose qu'on partage beaucoup. Oui. Est-ce que du coup vous avez aussi peut-être un suivi, peut-être psychologique, Alors, avec sur certaines les équipes? situations, on a un processus effectivement qui nous permet d'avoir un soutien psychologique quand on a des difficultés très particulières. Oui, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait, et là c'est là tout l'intérêt de cette magnifique profession, de sauver des vies? C'est un enjeu qui est absolument formidable. C'est le fait d'intervenir au profit des gens, c'est quelque chose qui nous donne des motivations quasiment illimitées, clairement, quoi. On fait une très très belle mission. Là, vous êtes satisfait, un Dragon 972 flambant neuf qui répond vraiment à des conditions optimales, n'est-ce pas, pour pouvoir exercer vos fonctions. C'est une belle reconnaissance de la profession et de ce que vous mettez, enfin la pierre que vous mettez à l'édifice pour pouvoir justement être au plus près de la population en cas de danger. C'est ça aussi. Oui, alors là, je ferai une réponse à plusieurs niveaux. Il y a un niveau d'engagement collectif avec un gros investissement de la sécurité civile qui équipe l'ensemble de ces bases de ce nouveau moyen, le H145, qui est un très bel outil de travail, qui répond aux besoins d'aujourd'hui, aux besoins de demain de nos bases dans les différents contextes d'emploi. Et donc c'est le cas en Martinique, cet hélicoptère répond complètement aux besoins des missions de secours en Martinique. Après, il y a un degré de réponse, un niveau de réponse plus collectif au niveau de la base hélico. C'est une grande satisfaction pour une base hélicoptère, pour l'ensemble des pilotes et mécaniciens et sauveteurs qui opèrent sur le type d'hélicoptère, de recevoir, de découvrir, d'apprendre à maîtriser et d'utiliser ce nouvel outil. Et après, il y a un niveau plus personnel où effectivement, c'est une grande satisfaction, c'est un vrai plaisir de voler sur un hélicoptère neuf avec des moyens optimisés tels que nous l'offre ce nouvel appareil. Merci beaucoup, j'ai envie de dire Denis. Merci beaucoup pour cet accueil. Bravo pour le travail que vous faites pour la Martinique, mais c'est surtout aussi, c'est un métier qui est, on va dire, qui est humain. Et j'ai envie de me porter la voix tout simplement, et en disant merci d'être à nos côtés et merci de secourir toutes ces personnes qui sont dans le besoin aujourd'hui, demain et dans les jours et années à venir. Merci pour le travail que vous faites avec toutes vos équipes en tout cas. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup Régine pour l'intérêt que tu portes à notre travail, à ce nouvel hélicoptère. Et puis merci aussi à tous les spectateurs qui nous soutiennent régulièrement. C'est très très sympathique. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève votre émission Tchepeya. On était en immersion à la sécurité civile et on vous donne rendez-vous très bientôt parce qu'en fait, on ne va pas le laisser partir ainsi. Moi, j'ai envie de découvrir qui est l'homme derrière le pilote. Donc, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de votre émission Tchepeya. Pas oublier, émission Tala, c'est Azot et c'est Zot qui capali.